Adeptes de la grande toile, bonjour! Aujourd'hui, nous allons faire preuve d'une folle originalité et parler à notre tour du film le plus commenté de la décennie, Star Wars, le réveil de la force, de J.J. Abrams. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine... Bon, vous savez quoi? On va laisser tomber le résumé, puisque j'imagine que vous avez déjà tous vu le film. Et tant qu'à faire, zappons aussi tout ce qui concerne les origines du projet, Disney, 4 milliards de dollars, Bob Iger, Kathleen Kennedy... On part du principe que vous êtes au courant de tout ça. Puisque la question de la filiation est au cœur des enjeux de ce 7ème épisode, on va plutôt se demander si Disney a su respecter l'héritage de la saga Star Wars. Pour le grand public, comme pour les fans hardcore, il semblerait que ce soit bien le cas. Globalement, le réveil de la Force a été accueilli comme un bon Star Wars. Il y a bien eu quelques grincheux ici ou là pour pester contre l'aspect remake déguisé de l'épisode 4, mais à notre connaissance, J.J. Abrams ne s'est pas retrouvé accusé de haute trahison, voire même d'infanticide, comme George Lucas il y a 15 ans. These are my kids. So all those Star Wars films. all the Star Wars films. They were your kids. Yeah, well, they are my. You know, I loved them. I created them. I'm very intimately involved in them, and obviously to And sell you them sold off. them. Pourtant, à y regarder de plus près, on pourrait aussi considérer le réveil de la Force comme l'antithèse complète des épisodes 4, 5 et 6. Pour rappel, le tout premier Star Wars en 1977 est un projet né du désir d'un artiste, qui a dû batailler sévère pendant 4 bonnes années pour le mener à bien. Le scénario a circulé chez plusieurs majors hollywoodiennes, dont Disney, avant que la 20th Century Fox ne consente à le produire, sous l'impulsion de son président, Alan Ladd Jr., qui fut un soutien solide, mais néanmoins perclus de doute, de George Lucas. Le réveil de la Force, au contraire, a bénéficié de toute la force de frappe de Disney, comme le monde entier a pu le constater ces dernières semaines. J.J. Abrams a beau être crédité comme réalisateur, scénariste et producteur via sa société Bad Robot, il n'est finalement qu'un artisan parmi les autres recrutés par la firme aux grandes oreilles, qui avait d'abord pensé à d'autres noms, David Fincher, Matthew Vaughn et surtout Brad Bird. Après le triomphe public sans précédent de la Guerre des Étoiles, George Lucas a pu produire les 5 volets suivants en parfaite indépendance sans que la Fox n'ait le moindre mot à dire. Et ce, pour le meilleur comme pour le pire. J.J. Abrams, de son côté, a dû probablement s'enquiller un nombre ahurissant de réunions avec les exécutifs de Disney et vu chacune de ses décisions artistiques scrutées à la loupe avant validation finale. Pas facile de libérer son imagination dans ces conditions de travail. La première trilogie Star Wars se voulait une anthologie de tout ce qui avait fait rêver George Lucas dans sa jeunesse. Les serials Flash Gordon et Buck Rogers, les romans de science-fiction de Edgar Rice Burroughs et Frank Herbert, Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, les contes de fées, les mythes anciens, les westerns, les films de samouraïs japonais, la Seconde Guerre mondiale, etc., etc. Malgré cet empilement d'influences plus ou moins lointaines, La Guerre des Étoiles et ses suites n'oubliaient pas d'être des films frais, modernes et résolument tournés vers l'avenir. Leur manière de mettre en scène les vaisseaux spatiaux, par exemple, relevait littéralement du jamais vu et a déclenché spontanément des milliers de vocations à travers le monde. Le réveil de la Force, lui, il ne s'abreuve qu'à une seule source, les épisodes 4, 5 et 6, et ne cherche à aucun moment à proposer quelque chose de neuf. En fait, la seule véritable intention qui se dégage de ce 7ème Star Wars, c'est la volonté de brosser le fan dans le sens du poil. My whole life has led to this moment. I'm in heaven. J.J. Abrams évite ainsi toute allusion aux épisodes 1, 2 et 3 tant décriés. The Phantom Menace was 18 months ago, Tim. I know, Bilbo. Okay, it still hurts. Mais n'hésite pas par contre à recycler comme un sagouin tout ce qui rendait la sainte trilogie furieusement cool. Le Faucon Millenium, les sabres laser, les X-Wing, le TIE Fighter, le Faucon Millenium, la Cantina, l'étoile noire, les nazis de l'espace et le Faucon Millenium. Je veux dire, ils ont même casé un équivalent du lait bleu de la ferme de l'oncle Owen, et comme si ça ne suffisait pas, on se retrouve aussi avec un simili Yoda, un Je suis ton père bis, et une variante de la bataille sur 2 fronts du Retour du Jedi. Finalement, Disney et J.J. Abrams n'adaptent que le vernis de la saga de George Lucas. Posons-nous cette simple question. Qu'est-ce qui est au cœur de tous les Star Wars? Les vaisseaux? Les sabres laser? Eh bien non, c'est la Force. C'est là le seul élément qui garantit vraiment la filiation entre tous les épisodes de la saga. Dans la trilogie originale, tous les enjeux majeurs tournent autour de la Force. Elle n'est pas un simple super pouvoir, mais une force spirituelle. La vie l'a créé, l'a fait grandir. Son énergie nous entoure et nous relie. Nous sommes des êtres illuminés, pas une simple matière brute. Avant d'être capable de faire voler des trucs dans tous les sens, Luke Skywalker doit d'abord connaître une transformation intérieure. Percevoir le monde au-delà de ses sens pour se fier exclusivement à son intuition. Tu vas entrer progressivement dans un autre univers. Bref, désapprendre tout ce qu'il a appris. En d'autres termes,
À la fin du film, Luke n'est plus la même personne qu'au début. Il a été initié, puis changé à jamais par la Force. Même dans la prélogie, la Force reste le moteur principal de transformation des personnages. Et ce, malgré la grosse trahison de Tonton Lucas, les midi-chloriens, qui faisaient de cette énergie spirituelle quelque chose de tangible et de quantifiable. Over 20,000. Even Master Yoda doesn't have a midichlorian count that high. No Jedi has. La Force dans Star Wars 7, eh bien, c'est un peu comme un financement dans le cinéma français. Pas besoin d'y être initié, ce n'est qu'une sorte de super pouvoir qu'on ne peut acquérir qu'à condition d'être un fils d'eux. Pire encore, la Force n'est plus au cœur des enjeux, elle est reléguée au rang de simple Deus Ex Machina. L'héroïne est captive ou acculée, hop, un petit coup de force et c'est reparti. Excite le parcours initiatique, excite la transformation spirituelle du personnage. À la fin du film, Rey est exactement la même personne qu'au début, naviguant de péripétie en péripétie sans jamais en être l'origine ou la conclusion. Du fait de ses très nombreuses réécritures, le script du premier Star Wars était un modèle de narration qui parvenait à présenter à son audience un univers complexe et inédit avec une remarquable limpidité. 40 ans plus tard, il est toujours considéré dans les facs de cinéma américaines comme un des rares exemples de scénario parfait. Une espèce de saint Graal dont la quête devrait animer chaque scénariste en herbe. Une quête généralement vouée à l'échec. J.J. Abrams et Lawrence Kasdan viennent, à mon humble avis, encore une fois de nous le prouver. Bien que le point de départ du réveil de la Force ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui de l'épisode 4, ils ne sont pas fichus de répondre à des questions pourtant assez simples. Qui dirige la galaxie? Le Nouvel Ordre ou la République? Et c'est quoi la différence entre cette dernière et la Résistance? Peut-être est-ce là la peur de reproduire ce qui fut, selon les fans, la principale erreur de la prélogie, à savoir trop d'intrigues politiques sans queue ni tête qui plombaient complètement le film. Ouais, super, enfin de l'action. Monsieur le Président, je propose un amendement au projet de loi de l'espace numéro 371. Attendez votre tour. Bon, très bien. Mais en refusant de faire une pause de 30 secondes pour expliquer un tant soit peu l'univers dans lequel nous sommes, ce dernier nous paraît minuscule et désespérément vide. La guerre des étoiles pourtant se déroulait en tout et pour tout dans 4 décors différents. Tatooine, le Faucon Millenium, l'Étoile Noire et Yavin. Mais l'univers semblait gigantesque, riche et rempli de choses à découvrir, car chaque lieu, chaque ligne de dialogue ou chaque personnage donnait du grain à moudre à l'imaginaire. Eh bien, s'il y a un point central dans cet univers, tu es sur la planète qui en est le plus éloignée. Je vous remercie, monsieur. Et sur ce point, le réveil de la Force se montre encore une fois l'exact opposé de son illustre aîné. Il ne crée ni ne développe son propre univers et se contente de phagocyter un imaginaire préexistant. Les scénaristes savent bien qu'ils peuvent se reposer sur une mythologie riche et connue de tous. C'est donc bien confortablement assis dans leur fauteuil en Polywax qu'ils peuvent se permettre de laisser des trous béants dans leur scénario, puisqu'ils savent que le spectateur tentera de les combler lui-même avec ce qu'il connaît déjà de l'univers. Finalement, on peut légitimement se demander si le grand gagnant tapis dans l'ombre n'est pas George Lucas lui-même. Traînant la saga comme un boulet depuis des décennies, Lucas tente depuis de détruire le mythe cinématographique qu'il a contribué à ériger, que ce soit en défigurant la trilogie originale avec ses éditions spéciales, en refusant de proposer les versions originales dans un format digne de ce nom, ou encore en annulant tout projet susceptible de raviver l'esprit de Star Wars, comme les incroyables Clone Wars de Genndy Tartakovsky, qui furent très vite remplacés par une série en CGI parfaitement lambda. La vente de son empire à Disney est peut-être là le dernier clou au cercueil de cette création qu'il semble haïr autant qu'il l'aime. Ben ouais, à raison d'un film par an pendant les 10 prochaines années, il ne fait aucun doute que Star Wars va perdre complètement son caractère exceptionnel, pour devenir un bidon de lessive comme un autre qui finira par lasser même les plus fanatiques de l'univers. You weren't there at the beginning. You don't know how good it was, how important. This is it for you, this jumped up firework display of a toy advert. People like you make me sick. What's wrong with you? Peut-être l'aurez-vous remarqué, Star Wars n'a pas été la seule franchise à renaître de ses cendres en 2015. Quand Mad Max Fury Road est sorti en salle en mai dernier, il a laissé bon nombre de spectateurs dans un état de sidération teinté d'euphorie assez proche de ce qu'a dû ressentir l'audience du film de Lucas en 1977. Parmi la flopée de cinéastes à avoir crié dans la foulée leur admiration pour le mastermind George Miller, figurait Rian Johnson, réalisateur du futur épisode 8. Espérons qu'il saura se tenir à distance du chemin facile et séduisant tracé par J.J. Abrams et qu'il préférera suivre la voie de Miller en n'hésitant pas à casser le moule pour nous proposer un spectacle neuf au lieu d'un sous-empire contre-attaque.